Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Cette vidéo-ci, c'est une vidéo spéciale. C'est une vidéo que, genre dans le concept, j'aimerais ça reprendre pour en faire régulièrement. Puis ça, c'est genre le downfall de XYZ. Donc, j'aimerais ça peut-être comme différents auteurs, différentes maisons d'édition. Comme vous l'aurez probablement deviné par le titre, je viens parler de J.K. Rowling. J'irais pas tant que elle a fait genre c'est pas tant un downfall parce qu'elle est quand même encore très populaire, mais il y a beaucoup de problématiques qui sont sorties par rapport à elle. Puis avant que je commence réellement ma vidéo, pis que je commence à expliquer un peu plus. Il y a quelques points que je veux spécifier. Premièrement, par rapport à genre l'idée globale, pas nécessairement juste cette autrice-ci, mais je veux faire ces vidéos-là parce que ça m'intéresse, mais aussi genre d'une façon le moins bias possible. Dans le fond, je veux pas que... ça, je tiens comme à informer un peu de ce que certains auteurs ou autrices peuvent avoir fait ou des maisons d'édition. Puis comment je vais diviser ma vidéo pour essayer justement de pas trop laisser passer ces biais-là. C'est que... Parce que j'aimerais ça quand même donner mon opinion à un moment donné. Fait que je me suis dit... En tout cas, la façon dont j'ai divisé cette vidéo-là, c'est que, premièrement, j'ai parlé, le début, le avant, la série Harry Potter, parce que avec J.K. Rowling, c'est avec la série Harry Potter qu'elle a été connue. Fait que, globalement, j'aimerais ça faire ok, bon, on apprend à connaître la maison d'édition ou l'auteur, l'autrice. Après, genre, la sortie du livre qui l'a fait connaître. Ça, je sais pas si j'ai gardé ça de même dans les autres vidéos. Tu sais, avant, après, tu sais, la série qui les a fait connaître. Parce que là, avec J.K. Rowling, ben, tout le monde la connaît pour les Harry Potter. Peut-être que pour les autres vidéos, je vais plus faire comme un résumé de leur vie, puis après, passer aux problématiques. Mais ça, avec J.K. Rowling, je vais faire avant Harry Potter, avec la sortie d'Harry Potter, un peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis après, embarquer dans différentes problématiques qui sont ressorties. Fait que c'est ça. Puis deuxièmement, aussi ce que je veux souligner, c'est que en aucun cas, en aucun cas, cette vidéo-ci est faite pour ou les vidéos que je fais et que je vais faire sur de ce genre-là, c'est pour comme vous shamer de supporter ces auteurs-là. En fait, vous faites ce que vous voulez. Puis les opinions que je vais dire, ben c'est correct si vous les partagez pas. On vit notre vie chacun de notre côté et j'aimerais ça que ça soit respectueux c'est ça. Si vous voulez débattre, ça me dérange pas, mais genre ça serait le fun que ça soit un minimum poli. Et je me rends compte que J.K. Rowling, ben avec les Harry Potter, en tout cas je sais que dans ma génération puis les millennials, ben Harry Potter ça a été une série vraiment importante. Donc, ouais, finalement, je sais pas trop ce que je m'en allais dans cette direction, mais tu sais, c'est ça. J'aimerais ça que ça soit un minimum poli. Puis je le répète parce que, je répète un autre truc, si vous me voyez regarder par en bas, j'ai mon ordinateur, qui ça m'a pris quand même un peu de temps faire tout ça. J'ai 5 pages de notes, puis dont genre... dont quasiment une complète avec les sources que j'ai utilisées. Je vais les mettre
dans la boîte en bas, si jamais vous voulez aller voir. Oui, vous allez voir Wikipédia pour une des sources, mais pour moi, c'est quand même utile. Je l'ai utilisé pour savoir un peu la vie de J.K. Rowling. Mais c'est ça, fait que tout ça pour dire que si vous me voyez regarder en bas, c'est totalement normal. Je suis en train de regarder mes notes, de voir ce que je veux dire un peu. Donc, c'est ça. Maintenant, je commence ma vidéo. Et, ouais, dernier petit warning. Ça se peut que ça soit un peu long. Avec J.K. Rowling, j'ai soulevé 3 problématiques. Il y en a une qui va être plus longue que les autres parce que ça a vraiment créé une polémique dans les médias. En tout cas, c'est ça. Fait que, c'est ça. Ça se peut que ça soit une vidéo quand même assez longue. Donc, c'est ça. On y va. Let's go. Fait que je vais commencer, comme je le disais un peu plus tôt, avec le avant Harry Potter. C'est un peu qui est J.K. Rowling. Elle est née le 31 juillet 1965 à Yale. C'est pas Yale, c'est Yale ou j'ai marqué Yale, mais je pense que c'est Yale en Angleterre, dans le fond dans le Royaume-Uni. Puis son alias, puis elle est née du nom de son nom à la naissance c'est Joanne Rowling et son alias, un de ses alias en fait pour l'écriture c'est J.K. Rowling. La raison du cas dans son prénom, vous allez peut-être vous le demander. En fait, c'est en 1974, sa famille déménage à la campagne. Puis ce déménagement-là coïncide avec la mort de sa grand-mère. Puis, ben, ça va amener justement l'autrice à rajouter le cas dans son pseudonyme, en fait. Donc, c'est ça. Puis, J.K. Rowling est connue comme étant romancière et scénariste. Dans le fond, elle écrit depuis sa jeunesse, elle écrit beaucoup d'histoires qu'elle raconte. Ben, en fait, elle raconte beaucoup d'histoires à sa sœur. Et durant ses études au secondaire, ben, elle excelle beaucoup dans les cours de langue, comme l'allemand, l'anglais et le français. Puis en 83, elle va tenter sa chance et essayer de rentrer dans l'université d'Oxford, mais elle est refusée. Donc, elle est acceptée dans l'université, que j'ai essayé de prendre mon temps pour prendre mon temps parce que souvent j'ai l'impression de parler un peu trop vite. Donc, ça, elle était acceptée à l'université d'Exeter, où elle perfectionne son français, puis elle va étudier en littérature antique à la demande de ses parents. Dans le fond, c'est ses parents qui veulent qu'elle étudie dans ce domaine-là. Et en 85, elle va en France pour ses études. C'est ça. Puis elle va... Durant cette année-là, en France, elle va faire la découverte des livres de Tolkien, puis elle va par la suite retourner en Angleterre pour sa dernière année d'université. Je sais pas pourquoi j'ai marqué qu'elle découvre les romans de Tolkien en France. J'ai dû marquer ça parce que c'est devenu important dans la façon qu'elle écrit ses livres ou quelque chose du genre. Puis en 2020, elle avoue avoir été victime d'agressions sexuelles et de violences domestiques durant son premier mariage. Ça a l'air à être un peu random que je dise ça de même dès le début, mais ça va devenir, il va avoir quand même une importance c'est une information qui va avoir une importance dans une des polémiques dans le fond. Donc c'est pour ça que je le dis. Donc, comme on peut le voir un peu, la littérature, les langues, le monde des arts, c'est important pour elle dès son plus jeune âge. Elle a toujours aimé raconter des histoires. Et donc, en 97, c'est la sortie de Harry Potter, du premier tome de Harry Potter, sous le nom de
Harry Potter and the Philosopher's Stone, qui est publié chez les éditions Bloomsbury Children's Books. Puis c'est une série en fait qui devient populaire rapidement, autant chez les adultes que chez les enfants. Puis en 98, donc un an après sa publication, le premier tome va être republié en fait aux États-Unis. Donc on se rappelle J.K. Rowling est d'Angleterre. Donc c'est publié en Angleterre. Et le livre va être republié aux États-Unis. Et en 98, le nom va changer un peu. Ça va être Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Puis ça, par la suite, les 6 autres tomes sortent. Et entre 2001 et 2011, les films sont sortis et sont dans la liste des films qui ont rapporté le plus d'argent. On s'entend, les livres ont été vraiment populaires. C'est normal que ça, les films aient aussi été populaires. Puis je me le suis pas marqué, mais je me souviens avoir lu quelque part, puis je trouvais ça quand même intéressant. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense que oui. Parce que dans le fond, c'est ça. Elle a écrit les premiers, le premier tome plus pour les enfants. Donc, on s'entend, ça a été publié chez Bloomsbury Children's Books. Donc, tu sais, on peut déduire que les livres qui sont publiés à cette maison d'édition-là, c'est surtout pour les enfants. Puis, j'aurais dû regarder, j'ai regardé en même temps que je vous parle sur Google quand le dernier livre est sorti. Harry Potter livre. Donc, le dernier livre, c'est les Harry Potter et les reliques de la mort. C'est ce que me dit Google. Et la version anglaise est sortie le 21 juillet 2007. Fait qu'on s'entend, la sortie des 7 tomes s'étale sur 10 ans. Fait qu'on s'entend, c'est quand même une décennie, c'est quand même long. Donc les enfants qui ont lu le premier tome à sa sortie en 97, ben ils ont 10 ans de plus. Si on calcule bien, ils ont 10 ans de plus quand le dernier tome sort. Fait que par exemple, on se dit un enfant de 10 ans qui a lu le premier tome à 97, ben quand le dernier tome il sort, ben il est rendu à 20 ans. Fait que c'est plus nécessairement la même personne que quand il avait 10 ans. Puis tout ça pour sur le fait intéressant que j'ai vu passer sur les internets, c'est que justement J.K. Rowling elle a fait en sorte que justement Harry Potter grandisse en fait avec la génération qui a vu le premier tome d'Harry Potter sortir. Fait que tu sais dans le fond justement les jeunes qui lisaient ça dans les années 97, cette petite génération là, elle a fait en sorte que cette génération-là grandisse avec Harry Potter. Fait que ça, je trouvais ça intéressant parce que tu sais, il y a des auteurs qui auraient pu juste faire comme on va dire que par exemple J.K. Rowling, c'est ça son arc pour suivre cette génération-là. Il y a des auteurs qui leur ligne, ça va être ça. Je sais pas si c'est clair. Mais que je vais faire un comparatif, c'est peut-être pas le meilleur comparatif parce que la série dont je vais parler, c'est pas la série nécessairement qui est le plus connue. Mais je pense à le royaume de Lénacie, série que j'ai lue quand j'étais au primaire. Et il y a des nouveaux tomes qui sont sortis récemment
Moi, j'avais lu les 5 premiers tomes quand j'étais au primaire, ok? Je suis rendue à 24 ans, il y a des nouveaux tomes qui sont sortis. Puis je les ai pas encore lus, mais de ce que j'ai lu dans le résumé, oui, les personnages principaux ont vieilli, mais genre la ligne directrice de l'âge, ben, du public cible est restée la même. Tandis que avec J.K. Rowling, ben, la ligne directrice du public cible a évolué au fur et à mesure que son public cible vieillissait. Je me rends compte que je suis pas plus claire que je l'étais il y a 2 minutes. Fait que j'ai arrêté mon analogie tout de suite et je vais continuer avec ma vidéo. Donc c'est ça. Là, ben, les Harry Potter deviennent super populaires. Encore aujourd'hui, ils sont super populaires. Je pense que c'est 2017 pour fêter la 20e édition de la série en fait. Il y a une réédition qui a été faite. Je trouvais ça vraiment cool comme réédition en fait. Petite parenthèse, même si je pense juste pour souligner que justement j'essaie de pas nécessairement laisser paraître mes biais, on peut souligner les bons coups des auteurs avec lesquels on n'est pas nécessairement en accord avec ce qu'ils ont dit ou fait. Fin de la parenthèse. Un truc que je trouvais vraiment cool cette réédition-là, c'est que ben, tout le monde le sait, dans le monde de Harry Potter, à Poudlard, il y a 4 maisons différentes. Il y a les Gryffondors, je donne les noms en anglais parce que j'y connais plus en anglais. Je me rappelle juste de ça en anglais. Il y a Gryffondor, Slytherin, Ravenclaw, puis Hufflepuff. Puis chaque maison ont leur couleur. Fait que Gryffondor, c'est rouge et or. Slytherin, me semble, c'est vert et argenté. Ravenclaw, bleu et noir. Puis Hufflepuff, jaune et noir. Et ils ont cette réédition-là, ben justement, tous les livres de la série ont été réédités dans les couleurs de chaque maison. Fait que, par exemple, quelqu'un qui a fait le test de Poudlard et qui... par exemple, moi, j'ai testé, j'ai fait le test sur Pottermore et j'ai réalisé que ben, le résultat me disait que j'étais dans la maison Hufflepuff. Donc, je peux acheter la série complète dans les couleurs de Hufflepuff. Quelqu'un de Gryffondor peut acheter tous les livres de la série dans les couleurs de Gryffondor. Même chose pour Slytherin, même chose pour Ravenclaw. Puis je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment cool comme idée pour une bonne idée de réédition justement pour célébrer les 20 ans de la série. Et ça, en 2012, il y a la compagnie Digital Pottermore qui est mise en ligne et en 2019, ça change de nom pour Wizarding World Digital. Puis justement, c'est sur ce site-là que on peut... Ben, dans le fond, tout l'univers d'Harry Potter est là-dessus. Puis, ben ça, sur ce site-là, on peut faire le test pour savoir dans quelle maison on est. Il y a aussi pour savoir notre patronus. Fait que l'animal qui nous... Ben, honnêtement, j'ai vu les films une fois, j'ai pas lu les livres, mais j'ai l'animal qui nous présente, qui vient nous protéger, quelque chose du genre. Puis aussi, notre baguette magique, ben, comment elle est faite, il y a, la grandeur joue pour quelque chose, il y a le type de bois, puis il y a aussi genre, je sais qu'il y a différents éléments, genre quelque chose de dragon, par rapport avec les dragons, avec les licornes, des trucs du genre, des éléments spéciaux qui peuvent se retrouver sur la baguette. Je dis peut-être n'importe quoi, mais je sais que ça parce que j'ai fait les 3 tests. Oui, puis c'est ça, puis je pense que j'avais
quelque chose de licorne dans ma baguette magique. En tout cas. Fait que ouais, tu sais, on peut faire ce genre de tests-là. Il y a des informations sur J.K. Rowling. Il y a des informations sur l'univers d'Harry Potter, mais aussi ben tu sais, Fantastic Beasts, fait que dans le même univers. Puis justement, parlant de Fantastic Beasts, ben J.K. Rowling elle a sorti d'autres livres, évidemment. En 2011, dans le même monde d'Harry Potter, il y a Fantastic Beasts and Where to Find Them et Quidditch Through the Ages qui sort. Puis, donc les fans d'Harry Potter, ben c'est sûr qu'ils sont heureux d'avoir plus de livres. Puis je sais qu'il y a d'autres livres aussi qui sont sortis dans cet univers-là. Il y a aussi sous le pseudonyme de Robert Galbraith. Elle écrit une série de livres policiers avec le personnage Cormoran Strike. Donc, c'est un peu ça mon tour de sa vie avant Harry Potter et Harry Potter. Fait que maintenant, on est rendu dans la partie problématique. J'en ai trouvé 3 en fait. Puis comment je vais procéder, c'est que j'ai en parlé chacune individuellement. Et comme j'ai dit au début, je veux rester le plus sans biais en fait. Et aussi, comme j'ai dit au début, je veux aussi donner mon opinion. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais parler d'une problématique, dire ce qui a été dit ou fait par rapport à cette problématique-là. Et je donne mon opinion par rapport à cette problématique-là avant de passer à une autre problématique. Pour moi, c'est dans ma tête, c'est plus facile de même, c'est plus clair. Au lieu de parler des 3 problématiques de ce qui a été dit ou fait, puis après de revenir sur mon opinion à moi sur les 3, puis revenir sur des points, genre, c'est ça. Fait que pour moi, je trouve que c'est plus simple. J'allais commencer par la plus grosse problématique, mais je préfère parler un peu des plus petites avant vraiment d'embarquer dans le gros du sujet. Donc, j'ai commencé par la problématique que je comprends le moins, en fait, pourquoi on la critique sur ça. Mais en même temps, ça me touche pas, fait que peut-être que c'est pour ça que je comprends pas pourquoi on dit ça. Mais dans le fond, c'est Laura Wetman Hill qui a accusé, en fait, J.K. Rowling de grossophobie. Moi, j'ai trouvé un article qui parlait de cet article, de l'article de Hill, en fait. Dans le fond, c'est une critique de la critique de Laura Hill. Pis ça, Laura dans The Insider, c'est une revue de nouvelles. Elle a écrit un article s'intitulant Harry Potter has a problem with fat characters, so I'm changing how my kids consume the series. Puis dans le fond, la critique de Hill se concentre principalement par le nombre qu'elle juge comme disproportionné de personnages méchants et mauvais qui sont aussi gros, qui ont une forte corpulence. Elle souligne entre autres Dudley et Dursley qui sont non seulement caractérisés par leur comportement tyrannique envers Harry Potter, mais aussi par leur embonpoint. Il y a aussi Crabbe et Goyle qui sont les amis de Malfoy et qui sont eux aussi caractérisés par leur embonpoint. Il y a la mère de Dursley aussi. Puis dans le fond, il y a Hill présente aussi le cas de Hagrid qui serait discriminé par son apparence parce qu'il prendrait trop de place pour être autorisé à certains endroits. Donc, selon Hill, il serait discriminé parce qu'il serait gros, ou pas nécessairement gros, mais imposant
parce qu'on s'entend, le personnage de Hagrid, personnellement, je le considère pas comme étant gros, mais plutôt, il est bien carré, puis il prend de la place. Et, ouais, je dis pas ça négativement, mais genre, tout le monde a vu Hagrid, large épaule, grand, tout ça. Puis, il faut que je retrouve j'aimerais savoir le nom de celle qui a critiqué Hill. Bon, j'ai le lien. Ça sera pas bien long. Je veux retrouver le nom de la... Je sais pas pourquoi je me le suis pas noté. Ça c'est... dans le fond, je recommence ma phrase. Tu sais, Laura Whitman Hill, elle a fait son article. Et c'est Tahar Sadawi qui a fait un article qui s'intitule Harry Potter après les accusations de transphobie, J.K. Rowling est attaquée pour grossophobie. Et donc, Sadawi, elle critique Hill en fait pour dire comme critique de la critique numéro 1. Il y a plusieurs méchants qui ont un physique typique. Typique étant, entre gros guillemets, dans le fond, qui ont un physique qui, ben tu sais, genre, qui est maigre. Pas nécessairement maigre, mais t'es mince, tu sais, qui est bien vu par la société. Donc, on peut penser juste de base à Voldemort. On s'entend, Voldemort, son personnage ne fait pas d'embonpoint. Il y a Bellatrix, il y a les Malfoy, il y a plusieurs méchants qui ne font pas d'embonpoint. J'irais même plus qu'il y a plus de personnages méchants qui ont un physique typique qui plutôt que genre des méchants qui n'ont pas de physique typique. Vous comprenez mon point? Dans le fond, il y a plus de personnages méchants qui ressemblent physiquement à Voldemort que il y a de méchants qui ressemblent à Dursley, on va dire. Fait que on s'entend, le clan des méchants minces est plus grand que le clan des méchants qui se font de l'embonpoint dans les Harry Potter. Puis, ben, il y a une autre contre-critique, c'est que, en fait, une contre-critique de Sadawi qui dirait que l'embonpoint de certains personnages serait présent dans l'histoire pour créer une opposition entre certains méchants et Harry Potter. Puis, elle souligne aussi le cas de Hagrid qui, malgré son physique qui était quand même assez impressionnant, il est intimidant par sa grandeur, par il y a des épaules larges, tout ça. Il y a d'autres points de lui qui ressortent quand même plus que son physique dans l'histoire, dont sa gentillesse et sa sensibilité. On s'entend... moi, c'est ce qui me marque dans Hagrid. J'ai juste regardé les films, on s'entend. Mais ce qui me marque le plus de Hagrid, c'est pas tant son physique, mais plutôt la façon dont ben ça, il a pris soin d'Harry Potter. Il a toujours été là pour lui. Donc c'est ça. Fait que là, c'est tant de mon opinion. C'est ça, je comprends pas vraiment les points qui ont été faits par rapport d'accuser J.K. Rowling de grossophobie. Je pense que ça aurait été pire de pas mettre de personnages gros que d'en mettre. J'avoue qu'il y aurait pu avoir plus de gentils qui font de l'embonpoint pour marquer un peu de diversité. Mais genre en soi, je comprends pas trop la critique, pourquoi elle a été soulevée. C'est ça. Une deuxième problématique qui a été soulevée, c'est le racisme, un certain côté raciste, entre autres dans les Harry Potter. Je dois avouer que j'ai pas trouvé d'article
qui portait sur ce sujet-là. Mais j'ai vu quelques points qui ont été qui ont été soulevés. Je sais, c'est pas nécessairement une source sur laquelle on peut se baser. Mais je trouve ça quand même important à soulever. Mais TikTok, il y a des utilisateurs qui ont soulevé que un manque de diversité ethnique et raciale dans les personnages. Pourquoi je trouve, même si je sais que TikTok n'est pas nécessairement une source fiable, je pense que c'est quand même important de soulever ce qui a été dit sur cette application-là. Parce que, c'est rendu une plateforme où ce que les discours sont faits. Oui, encore téléjournaux, les articles sur le Internet, mais on s'entend, c'est pas tout le monde qui est journaliste. Et TikTok, je trouve personnellement, c'est une bonne plateforme qu'il faut prendre aussi à la, genre avec une pincée de sel, mais genre c'est une bonne plateforme où ce qu'on peut voir un peu ce que les gens pensent, parce que les gens, ils peuvent facilement dire ce qu'ils pensent sur cette application-là. Et ça, justement, j'ai vu souvent, vu quelques personnes différentes, justement, parler du manque de diversité dans les Harry Potter, que ça soit ethnique ou racial. Puis, on s'entend, la majorité des personnages, du moins dans les films, c'est des hommes blancs. Donc, il n'y a pas une grande diversité ethnique et raciale. Puis, une des seuls personnages asiatiques, si c'est pas la seule, je suis pas trop sûre. Je me souviens plus de son nom, mais je sais qu'il y a quelqu'un justement qui a souligné ce point-là. C'est que le nom de ce personnage-là asiatique se rapproche beaucoup des stéréotypes de la communauté asiatique. T'sais, le nombre de vidéos, petite parenthèse, justement c'est un peu pour faire dans cette lignée-là des stéréotypes ethniques et raciales. C'est le nombre de TikTok que j'ai vu passer sur l'application, de gens que justement ils disaient une bonne façon de savoir comment les gens asiatiques nomment leur enfant, ils lancent une cuillère dans les marches, puis le son que ça fait, c'est comme ça qu'ils nomment leur enfant. On s'entend, ça fait pas trop de sens comme joke, c'est pas tant drôle, c'est un peu sketchy. Puis justement, pour revenir sur le sujet de Harry Potter, justement, il y a des gens qui disaient que l'autrice, elle a pris la voie facile, elle a pris un genre tes noms qui ressemblent à des bruits d'ustensiles qui tombent dans les marches. Donc, c'est ça. Ouais. Maintenant, pour mini opinion là-dedans, parce que on s'entend, c'est pas un grand point. J'ose pas trop me lancer là-dedans parce que je suis blanche, donc c'est pas comme à moi de juger si c'est raciste ou pas. Mais c'est ça, je dois avouer que c'est un peu comme, c'est un peu sur la limite de genre est-ce que ça l'est ou ça l'est pas. Puis il y a pas tant de personnages racisés, on va dire. Puis c'est un point que j'ai vu passer aussi, c'est que dans les livres, la description des personnages, justement, ils faisaient pas nécessairement allusion à comment le personnage ressemblait, dans le sens que oui, il va quand même avoir certaines descriptions des personnages, genre savoir que Harry Potter il y a une cicatrice dans le front, c'est une description physique et c'est important à l'histoire.
mais les descriptions physiques de type ethnique ou racial n'étaient pas nécessairement explicitement dans le roman. Fait que en soi, dans les films, il y aurait pu avoir une plus grande diversité. Et dans les livres, ça laissait cette porte-là ouverte, de ce que j'ai pu voir, de trouver comme information sur les internets. Mais ça, j'ose pas trop comme me lancer dans cette discussion-là. C'est temps de se lancer dans le vif du sujet. Juste cette problématique-là, genre, fait comme un peu plus qu'une page. Genre, à peu près une page, c'est ça. Même, ouais, un peu plus qu'une page. Sur 5, 4 si on compte pas les sources puis ma table des matières. Fait que juste cette problématique-là fait le corps de mon sujet global. Fait que c'est ça. On se lance. Let's go. Tout commence le 6 juin 2020. J.K. Rowling tient des propos qui sont jugés comme étant transphobes. Donc, c'est quoi les propos qu'elle a tenus, qu'elle a dit? En fait, sur Twitter, elle réagit à un article de Devix qui, dans le titre, utilise le terme « people who menstruate ». Donc, les personnes qui ont des menstruations, qui ont des menstruations. Puis l'autrice retweet l'article en répondant « People who menstruate. I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Woman. Donc, en gros, elle dit personnes qui ont des menstruations. Je suis sûre qu'on avait un mot pour ce genre de truc-là. Someone, quelqu'un aidez-moi. Puis là, elle fait des mots, des erreurs dans le mot femme. Fait que par exemple, fume, film, pis c'était tout ça. Fait que elle fait allusion que genre, ok, ben, on cherche le mot femme, c'est ça. Puis pourquoi est-ce que c'est considéré comme étant transphobe? Pourquoi est-ce que c'est problématique? Parce que, tu sais, je peux comprendre la première réaction de, mais oui, genre, tu sais, les personnes qui ont des menstruations, c'est des femmes. Mais c'est pas totalement le cas. Parce que c'est pas seulement les personnes qui s'identifient comme femmes qui ont des menstruations. Il y a aussi des hommes trans, par exemple, qui ont des menstruations, ou encore des personnes non-binaires. Fait que de dire que c'est de remplacer le terme personnes qui ont des menstruations par femme, ben, ça exclut d'autres personnes qui ont aussi des menstruations et qui ne sont pas des femmes. Puis, attends, qu'est-ce que je me suis marqué? Donc, faire allusion au mot femme comme étant les personnes qui ont des menstruations, ben ça, comme je viens de dire, ça invisibilise le vécu des personnes qui ne s'identifient pas à cette catégorie-là. Puis dans la même journée, elle rajoute « If sex isn't real, there's no same-sex attraction. If sex isn't real, lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability to meaningfully discuss their life. It isn't hate to speak the truth. » Dans le fond, elle dit que si le concept de sexe n'existe pas, il peut pas avoir d'attraction de même sexe, et que si le sexe n'existe pas, par sexe, je veux dire, ben, c'est le concept de genre binaire de femme-homme. Si ça n'existe pas, ben c'est ça. Que si le concept de sexe n'existe pas, ça effacerait la réalité des femmes, que tu sais, elle aime les personnes genre elle connaît des personnes trans, qu'elle aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe efface la façon de discuter
leur vie, en fait. Puis elle dit que parler, genre c'est pas de la haine de parler de la réalité. Puis elle dit aussi the idea that women like me who've been empathetic to trans people for decades, feeling a kinship because they're vulnerable in the same way as women, i.e. to male violence, hate trans people because they think sex is real and has live consequences is nonsense. Donc en gros, avec ce commentaire-là, elle dit que genre l'idée que les femmes comme elle qui ont été qui reconnaissent le vécu des personnes trans et qui disent que genre la façon de percevoir la façon dont les problématiques des femmes vont pas avoir le même impact sur les personnes trans parce qu'ils pensent que le concept de sexe est réel puis qu'il y a des réels impacts fait en sorte que les femmes comme elles détestent les personnes trans serait du non-sens. Donc, un truc qui est important à souligner, c'est que déjà avant de se plonger dans plus loin, c'est important de souligner la différence entre sexe et genre. Donc, le sexe, c'est majoritairement les attributs biologiques, physiques et physiologiques attribués à une personne. Puis ce genre de description-là, c'est souvent en termes binaires, donc femme, homme. Donc, par exemple, le système reproducteur des femmes et des hommes sont différents, blablabla. Bla, bla. Les femmes vont avoir quelque chose en haut que les hommes vont pas nécessairement avoir, tout ça. Et le genre, de l'autre côté, c'est plutôt le rôle, les comportements, les expressions, puis les identités construites socialement par une société. Ça va être différent selon les sociétés. C'est de penser aussi en termes binaires, donc femme-homme. Donc on peut penser que, par exemple, dans le temps, les femmes étaient au foyer, c'est elles qui cuisinaient, c'est elles qui s'occupaient des enfants, tandis que les hommes, c'est eux qui partaient travailler, c'est eux qui faisaient l'argent. Fait que c'est des rôles qui sont attribués à la personne. Genre, globalement, c'est ça. Mais c'est plus complexe que ça et j'y vais très rapidement. Puis, les rôles, comportements, expressions et identités vont souvent avoir une influence sur la perception qu'on a sur nous-mêmes et qu'on a sur les autres. Puis, mais genre un autre truc qui est important à souligner, le sexe et le genre, les deux sont des construits sociaux. Même si tout le monde sait que genre on a des attributs physiques, les deux sont quand même des construits sociaux au bout de la ligne. Donc, maintenant on retourne dans le vif du sujet. L'autrice mentionne que si les sexes ne sont pas réels, l'attirance du sexe du même sexe n'est pas possible. Donc, le problème dans ce qu'elle dit, c'est que, justement, pour elle, sexe et genre, c'est la même chose, quand dans les faits, ce n'est pas la même chose. Donc, une femme trans qui non, j'ai ça, l'exemple que j'ai, c'est un homme cisgenre, donc un homme qui, dont le genre qu'il ressent est le même qui lui est attribué à la naissance. Donc, c'est un homme, genre, il est né, les docteurs lui ont dit, t'es un homme. Et lui, il grandit, puis il est comme, oui, je me sens comme un homme. Si lui est homosexuel, ou bisexuel, ou pansexuel, ou peu importe l'étiquette qu'il utilise, mais il dit qu'il aime
le même genre que lui, dans le fond, les hommes aussi, ben, s'il est attiré par un homme trans, ben, il est quand même homosexuel, ou il est quand même bisexuel, ou XYZ étiquette, il reste quand même cette étiquette-là parce que Flash News, les hommes trans sont des hommes. Parce qu'ils s'identifient comme hommes et c'est important de respecter leur identité. Petite parenthèse, s'il vous plaît, faites pas de commentaires transphobes. Dans mes commentaires, je tiens à dire, je vais les supprimer. J'ai pas de honte là-dedans. Si vous respectez pas les personnes trans, j'efface vos commentaires. Merci. Donc, je fais de la parenthèse. C'est la même chose pour les femmes cisgenres, donc les femmes qui sont attribuées le sexe femme à la naissance, et elles grandissent puis elles sont comme ouais, ça fait du sens, je me sens comme femme. Puis si elles sont lesbiennes ou bisexuelles ou peu importe leur étiquette, dans le fond, si elles aiment les femmes et qu'elles sont attirées par une femme trans, ben elles sont quand même lesbiennes ou bisexuelles ou peu importe leur étiquette. Vous comprenez mon point? Donc, puis ça, ce point-là est valide que la personne trans ait eu une opération pour avoir les bons outils ou pas. Donc, que la personne trans ait eu c'est ça, une opération ou pas, genre, elle est valide dans son identité. Puis de plus, ce qu'il faut comprendre avec le deuxième tweet, le dernier tweet qu'elle a fait, dans le fond, par rapport à la violence masculine, ben genre des hommes envers des femmes, c'est que genre le seul point que je peux attribuer à je sais là, on voit un peu mon opinion qui ressort, mais le seul point que je peux donner là-dessus à J.K. Rowling, c'est que c'est vrai que les femmes cisgenres et les femmes trans ne vont pas nécessairement vivre les mêmes violences. Et je m'explique. Oui, c'est vrai, avant leur transition, avant genre quand les femmes trans étaient encore, genre, tu sais, dans leur phase homme, on va le dire de même, ben ces femmes-là ont pas vécu la violence que les femmes cisgenres ont pu vivre quand ils étaient jeunes. Justement les genres, les rôles genrés que les femmes ont vécu quand elles étaient jeunes, ben ils ont pas nécessairement vécu, mais je relis mes notes en même temps pour genre c'est ça, être sûr que je dis tout ce que je veux dire. Fait que par exemple, tu sais, dès qu'on est jeune puis qu'on ressemble à une femme, que les personnes nous associent comme étant aux femmes, au genre femme, ben on apprend à se mettre en sécurité, faire des trucs, s'assurer qu'on va être secure à tout moment. Fait que, par exemple, pas nécessairement sortir le soir, ou si on veut sortir prendre une marche le soir, ben sortir avec quelqu'un, ou aller au bar, ben sortir avec des amis, faire attention à nos drinks, tout ça, on apprend ça dès qu'on est jeune. Mais ça, l'affaire, c'est que les femmes trans, ils ont, quand elles deviennent femmes, ben quand elles transitionnent, en fait, elles peuvent vivre deux types de violence. Elles vont vivre la violence que les femmes vivent. Donc, ben ça, se faire suivre dans la rue le soir, se faire catcaller, se faire faire toucher à des endroits qu'on n'aime pas se faire toucher nécessairement, tout ça. Mais elles vont aussi vivre de la violence à cause de leur identité, en fait, parce qu'elles sont trans, simplement. Fait que
c'est vrai que leur vécu est différent des femmes cisgenres, mais parce que genre le type de violence qu'elles vivent n'est pas le même, puis elles vont vivre différents types de violences que les femmes cisgenres n'auront pas à vivre. Fait que par exemple, des exemples que j'ai vu passer sur les réseaux, justement de femmes trans, ben, par exemple, par rapport à leur transition, ben, il y a beaucoup de questions invasives, on va dire. Par rapport à, genre, toi, t'as-tu fait les opérations pour avoir les bons outils? Des commentaires genre, ah ouais, moi, je sors juste avec des vraies femmes. Je fais des gros guillemets. Ce genre d'affaires-là que les femmes auront pas, ben les femmes cisgenres n'auront pas nécessairement à vivre. Donc, pis c'est justement dans cette tollée médiatique-là que J.K. Rowling va annoncer qu'elle a été victime d'agressions sexuelles et de violences conjugales pour mettre un contexte à ses propos. Puis de ce que j'ai pu voir passer sur les réseaux sociaux, dans le fond, c'est que j'ai pas retrouvé les tweets qu'elle a fait par rapport à ça. Mais dans le fond, ben je les ai vus passer, mais c'est d'autres personnes qui partageaient. Puis en gros, ça, tu sais, elle donnait ça comme excuse pour dire genre ouais ben moi quand je, tu sais par exemple quand je vais dans les toilettes publiques puis une femme trans, ben j'ai peur pour ma sécurité parce que moi j'ai déjà des hommes genre des personnes avec des organes génitaux d'hommes qui m'ont fait du mal et moi ça me rend mal à l'aise qu'ils viennent dans nos toilettes. Mais genre ça fait pas tant de sens selon moi. Tu sais son vécu d'agression sexuelle puis de violence conjugale, genre c'est totalement fair. Puis genre c'est important d'en prendre compte, mais c'est pas une bonne excuse, selon moi, pour genre excuser ses propos transphobes, parce que selon moi, c'est plus une genre ben c'est une façon de ne pas prendre la responsabilité de ses propos, en fait, du mal que de ce qu'elle dit, en fait. Genre du mal que ses propos peuvent avoir sur d'autres personnes, en fait. J'espère qu'on me comprend. Fait que à la suite de ses propos, il y a plusieurs acteurs des films de Harry Potter qui ont réagi. Il y a Daniel Radcliffe qui a dit que ben, les femmes trans sont des femmes trans. Ben non, les femmes trans sont des femmes. Et tout propos affirmant le contraire efface l'identité et la dignité des personnes transgenres. Puis Emma Watson aussi s'est distanciée de l'autrice pour dire pour montrer son accord avec les propos de Daniel Radcliffe, en fait. Puis un dernier point que je vais survoler très brièvement, c'est que parce que ça, j'ai pas fait tant de recherches là-dessus. Parce que déjà là, juste avec la série Harry Potter, puis avec ses propos transphobes, ma vidéo, je sais qu'elle est déjà très longue. Fait que ça, dernier point, c'est elle a écrit un livre, c'est Troubled Blood, histoire dans laquelle il y a un médecin qui a disparu, puis la victime, cette victime-là, je recommence ma phrase, c'est une histoire dans laquelle un médecin disparu serait la victime d'un travesti meurtrier. Donc, pour rajouter justement une couche au stéréotype des méchants qui seraient trans, puis dans le fond, c'est un homme qui se déguise en femme pour faire du mal. Mais ça fait juste rajouter à une couche justement que les femmes trans seraient méchantes, puis que elles sont, par exemple, elles sont pas leur place dans les toilettes publiques parce qu'elles seraient là pour comme faire du mal aux femmes. C'est genre quand c'est pas le cas pis qu'elles vont là parce qu'elles s'identifient comme femmes, en fait.
Fait que c'est ça. Donc maintenant, pour mes commentaires, ben tu sais, j'en ai quand même déjà fait au travers de mon exposé de cette problématique-là. Donc j'ai pas vraiment grand chose à dire, sauf à part répéter que ça genre ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que, genre, elle fait juste invisibiliser le vécu des personnes trans. Genre, je ne suis pas trans, mais comme, ça vient me chercher. Fait que j'imagine même pas comment les personnes trans ont pu réagir. C'est ça. Fait que je vais faire mes derniers commentaires. D'une petite je m'excuse, ça commence à être une longue vidéo et ma langue commence à se mêler. Donc une conclusion à cette vidéo aussi. Honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid. Tous les commentaires négatifs que J.K. Rowling se fait dire parce que pour la majorité, je trouve qu'elle les mérite. À part le truc de grossophobie, ça je suis pas sûre. Si jamais il y a des personnes qui sont d'accord avec ce que Laura Whitman Hill a dit, n'hésitez pas à me le dire dans des propos polis, s'il vous plaît. Que genre en quoi genre ce que en fait c'est quoi les arguments pour dire que genre J.K. Rowling est grossophobe. J'aimerais ça vraiment savoir pour pouvoir, c'est ça, améliorer un peu ma compréhension de l'affaire parce que j'ai pas nécessairement trouvé beaucoup d'articles non plus sur cette problématique-là. Donc c'est ça. Puis ouais. Mais ça, tout ça pour revenir sur mon point de base, c'est que je trouve, en tout cas pour l'affaire par rapport à la transphobie, les commentaires qu'elle reçoit, je trouve qu'elle les mérite. En tout cas quand c'est négatif. Puis, tu sais, il y a d'autres moments où elle a été transphobe qui sont arrivés. Tu sais, par exemple, elle a supporté des personnes. Tu sais, par exemple, il y a d'autres personnes qui ont fait des commentaires transphobes et qui se sont fait licencier. C'est comme, ah, mais pourquoi telle personne elle s'est fait licencier, on n'a plus le droit au free speech, blablabla, blablabla. On a une affaire avec le free speech que ce genre de personnes-là a de l'air à oublier, c'est que le free speech, ça veut, genre, dans le fond, avoir la liberté de parole ne veut pas dire que tu vas pas recevoir de backlash. Fait que tu dis de la merde, ben ça se peut que tu reçoives de la merde. C'est comme un retour de l'horloger, dans le fond. C'est ça qu'on dit. Mais fait que, dans le fond, c'est un retour du karma. Tu dis de la merde, tu vas en recevoir. Puis je trouve que dans le cas de J.K. Rowling, tu sais, elle le mérite. J'enlève à rien tout ce qu'elle a vécu, puis tout ce qu'elle a fait. Tu sais, les Harry Potter, je pense que c'est comme une des plus grandes ou la plus grande série de ma génération. Je me souviens, même si moi je les ai pas lus, toute ma génération on a grandi avec une bonne, genre, tu sais, je les ai pas lus, mais j'ai quand même, je sais c'est quoi ma maison. Même si je supporte pas l'autrice, je suis fière d'être Hufflepuff parce que c'est la maison des gentils, des loyaux et tout ça. Puis je me souviens que ben, j'ai plusieurs amis, dès la sortie de chaque film, y allaient direct, c'est automatique, y allaient. Et c'est ça, fait que c'est comme, pour vrai, c'est impressionnant que ces livres aient eu autant de succès, puis c'est quelque chose qui est, pour vrai, j'applaudis. C'est un beau succès. Puis même si ben, j'ai vu beaucoup de gens qui
qui ont dit qu'ils ont arrêté de la supporter, entre autres, genre, pour ceux qui ne le savent pas, je fais partie de la communauté LGBTQ+. Donc, sur TikTok, je like beaucoup de trucs de la communauté. Ce qui veut dire que, je reçois beaucoup de ce contenu-là. Donc, ce qui veut dire aussi que j'ai vu, justement, des commentaires passer sur cette situation-là. Justement, de personnes de la communauté qui disaient qu'ils ont arrêté de la supporter parce que bien que, tu sais, il y a des exemples de commentaires que j'ai vus, c'est des personnes qui disaient que dans leur jeunesse, les œuvres de Harry Potter, dans le fond, ont été importantes dans qui ils sont devenus parce que, tu sais, ils ont grandi avec Harry Potter, puis ils ont appris à s'affirmer, tout ça. Alors, tout ça pour dire que la série a pris une place importante dans leur vie. Puis tu sais, par exemple, ces personnes-là, c'est pas nécessairement safe pour eux de faire leur coming out à leur famille. Tu sais, la série, c'est un peu leur béquille. Tu sais, ils ont trouvé une belle communauté, tout ça, puis en apprenant que, en fait, l'autrice faisait des commentaires discriminatoires envers une partie de la communauté, ben, il y a ces personnes-là qui ont fait, ok, je peux pas supporter ça. Puis un autre truc que je comprends, c'est que peu importe le nombre de personnes qui vont se retourner, J.K. Rowling va quand même avoir une bonne partie de son fandom, dans le fond, de ses fans qui vont continuer à la suivre parce qu'elle a vraiment eu un impact important. J'ai déjà dit, je le redis. Donc c'est ça, elle a eu quand même, avec ses livres, un impact important dans la communauté. Ben, pas dans la communauté, mais dans chez les jeunes, en fait. Donc, c'est ça. Même si elle perd beaucoup de fans, elle va quand même rester famous, elle va quand même être rester connue, en fait, par ses livres de Harry Potter. Fait que c'est pas mal ça, comme ça que je vais terminer ma vidéo. Donc, n'hésitez pas à rester poli dans les commentaires si jamais vous en avez. À liker ma vidéo aussi, ça serait gentil. Si vous êtes pas abonné puis ça vous tente de vous abonner, ça me ferait plaisir. Puis c'est ça, dernier petit truc, je compte faire ce genre de vidéo-là une fois par mois à peu près, parce que ça m'a pris quand même beaucoup de temps, puis à rechercher toutes les informations, donc c'est ça. Puis si jamais vous avez des idées ou des suggestions d'auteurs, d'autrices, de maisons d'édition qui ont eu des problématiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Si ça vous tente que j'en parle, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir de faire des recherches puis d'en parler dans une prochaine vidéo. Sinon, c'est pas mal ça pour ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe le moment où que vous regardez cette vidéo aussi. Je suis contente que vous soyez passé par ma chaîne et que vous ayez regardé ma vidéo. Donc, c'est ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite du beau temps et à la prochaine vidéo. Bye!